Bonjour, nous sommes aujourd'hui, en compagnie, de Samuel Lillet et de Fabrice, Darégrand dans le cadre, des travaux que nous menons pour la plateforme, Communautique, des travaux d'information et de communication. Samuel, est experte en pédagogie multimodale et en sciences cognitives et comportementales. Quant à vous, Fabrice, vous êtes concepteur pédagogique multimédia, pardon, et nous avons en fait quelques questions à vous poser autour de la ludopédagogie. Première question de base, mais importante pour nous. Qu'est-ce que la ludopédagogie? Est-ce qu'on peut la définir rapidement? Oui, bah, on peut rapidement décomposer le mot. Déjà, c'est ludo de ludique, c'est le jeu, et pédagogie de l'acte d'enseigner, l'acte de transmettre. Voilà, à partir de là, on voit on va voir, je pense, on va pouvoir rentrer dans le détail, mais qu'il y a plusieurs façons de faire ça. Mais en gros, oui, c'est cette idée-là d'associer le jeu et l'enseignement. Cette ludopédagogie, elle se déploie depuis quand? Alors, elle se déploie depuis plutôt longtemps, je dirais. Alors, je suis pas non plus spécialiste de l'histoire de la ludopédagogie. Je pense que ça fait longtemps qu'on voit bien l'intérêt d'utiliser la force du jeu, en fait, de la mettre au service de la pédagogie pour le côté motivation. Mais oui, je pense qu'il y a déjà des expériences dans les années 70, voire même avant. Après, là, ça prend une autre forme parce qu'il y a tout le secteur des jeux vidéo qui a pris énormément de place. Même les jeux de plateau aussi, on est sur une offre qui a bien changé par rapport à ce qu'on pouvait avoir dans les années 80-90. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'ingénieurs pédagogiques comme moi ou d'enseignants, tout simplement, qui ont envie de s'approprier euh, le jeu et de l'utiliser dans leur cours. Alors, quelle est votre vision, Fabrice, sur les forces et les limites de la ludopédagogie dans le processus formatif? Oui, bon. Je vais repréciser que je ne suis pas spécialiste de la pédagogie, je suis un simple ingénieur pédagogique comme tant d'autres. Donc, moi, je résous des problèmes que rencontrent mon établissement, les enseignants, les étudiants. Si je peux commencer par une auto-citation, je dirais que parfois le jeu est une bonne solution, parfois il ne l'est pas. Mais quand c'est une bonne solution, ce serait dommage de s'en priver. Et je pense qu'on est donc beaucoup à aimer jouer et que l'espoir de mettre le plaisir, qui est une notion inhérente au jeu, de mettre cette dynamique au service de l'apprentissage pour en effacer le côté réverbatif ou difficile, ben, c'est évidemment très tentant. J'étais au salon Learning Technologies là, en début d'année, j'assistais à une conférence de Sun Lee, qui est le créateur de la tech Didask. Donc on est sur un cadre des sciences cognitives appliquées à l'apprentissage et souligne que d'un point de vue cognitif, l'apprentissage restera toujours un effort. Hein. Il y a toujours une tension, un changement d'état, et qu'au final, le jeu ne sert qu'à masquer cette tension, cet effort, et à lui donner les atours du plaisir. Pour D'accord. continuer dans les préambules, on fait souvent la distinction entre ludification, qui est l'utilisation des mécaniques du jeu pour agrémenter une situation d'apprentissage. Typiquement, je vais utiliser un caout dans mon cours avec des questions de cours où là, on est plutôt en train de saupoudrer comme ça du ludique sur de l'apprentissage. Et puis, il y a l'utilisation des jeux pour l'apprentissage, où là, on va intégrer vraiment les objectifs d'apprentissage à un jeu. Donc là, on joue à un jeu existant, et ce jeu va permettre d'atteindre des objectifs d'apprentissage. Typiquement, c'est tous les jeux sérieux dans lesquels on a une simulation et on va apprendre à piloter un avion, ou on va apprendre les principes du développement durable dans un chantier de construction. Avec tous ces préambules, je dirais que la force, eh ben, c'est l'engagement que ça crée chez les apprenants. Hein. On voit bien que c'est la notion un petit peu d'or des réseaux sociaux, garder l'apprenant actif, engagé. Peut-être aussi la dimension émotionnelle qui va venir renforcer les apprentissages parce qu'on est avant tout Mmh. des êtres sensibles et que c'est dommage d'en nier l'importance dans les apprentissages. Les limites, puisqu'on en arrive aux limites aussi, ben, Oui. plutôt les ressources que ça demande. D'accord. Faire un bon jeu, ça demande beaucoup de ressources. Et ça demande à la fois une triple expertise qui est dans la création du jeu. Il faut connaître les mécaniques d'apprentissage, les types de joueurs. Dans l'expertise du contenu, il faut des gens qui connaissent très bien le sujet, le thème. Et puis après, il y a une expertise pédagogique, c'est celle d'être en capacité de bien définir les objectifs d'apprentissage. Donc au final, c'est très sérieux de créer un jeu. Et puis, pour signaler un écueil fréquent, on estime, et alors là, c'est plutôt côté étudiant, que les étudiants veulent forcément jouer par défaut.
mais c'est pas toujours si évident que ça. Nous, on a fait un audit de nos pratiques pédagogiques là en interne. Et quand on demande aux étudiants s'ils sont intéressés par les jeux sérieux, la réponse n'est pas forcément en faveur des jeux sérieux. Eux aussi restent sur l'idée que le jeu, c'est pas très sérieux. Ou Mmh. alors, c'est parce qu'ils ont joué à trop de jeux sérieux pourris et que du coup, ils n'ont pas envie de se faire avoir une deuxième fois. Là, les étudiants dont on parle, c'est tout niveau? C'est-à-dire, pour le faire ADA master 2? Nous, ouais, on est en école d'ingénieur, donc on fait rentrer majoritairement après bac, et puis Oui, on les amène à bac+5, donc diplôme d'ingénieur. d'accord. Est-ce que vous avez quelques exemples, de ludopédagogie, qui montrent notamment, en quoi ça peut être un plus ou quelques expériences là-dessus? Oui, bien sûr, bah oui, je peux vous parler de ce qu'on fait. Juste un dernier élément sur les forces et les limites. Je pense que j'avais parlé avec le responsable d'Ikigai, qui est donc un groupement de gens autour de la pédagogie et du jeu vidéo. Et, euh, et lui avait bien identifié le fait que le développement d'un jeu, ça mobilise bien plus de ressources que la création d'un PowerPoint ou même d'une vidéo. Ouais. Il faut bien dire que, en plus, les étudiants à qui on voudrait faire tester ces jeux, ils ont l'habitude peut-être de jouer à Mario Kart, à Call of Duty, donc des jeux très aboutis qui sont faits par des professionnels, des jeux avec des budgets colossaux qui demandent des milliers d'heures de développement à des professionnels du secteur. Donc c'est dur d'arriver en face avec des jeux développés en quelques mois, avec des équipes plus ou moins investies ou aguerries. Euh, et pour finir, je dirais que du côté des concepteurs, il faut aussi qu'il y ait des gens qui aient une véritable culture ludique, hein, des gens qui jouent, qui aiment jouer à toutes sortes de jeux. Le monde des jeux vidéo, comme le monde des jeux de plateau, il n'a jamais été aussi vivant. Je pense que Sony gagne plus d'argent aujourd'hui avec la PlayStation qu'avec ses films. Donc aujourd'hui, il suffit d'aller dans un magasin spécialisé comme le Pion Magique, par exemple, à Caen, pour s'en rendre compte. L'offre est démentielle, c'est très créatif, au même titre que la BD, par exemple. Donc Mmh. sur Caen, je sais qu'il existe des bars à jeux comme la Caisse Départ, le Newport, qui proposent des soirées ou des animations, qui mettent simplement pour mettre à disposition leur ludothèque, parce qu'ils ont une ludothèque en interne. Donc voilà, c'est toute la culture ludique. Je pense que c'est le point de départ de la création d'un jeu. Et ça passe pas encore partout. Enfin, je pense qu'il y a encore Ouais. des endroits où c'est un peu difficile de dire à sa direction, bon, là, l'objectif, c'est de jouer. Euh, et ça, c'est pas toujours facile à entendre. Oui, Et il puis faut que donc, les pour directions comprennent la mécanique du jeu, déjà qu'elles soient elles-mêmes un peu enfin, en immersion dedans, qu'elles aient cette ouais, approche-là et puis qu'elles comprennent comment on peut arriver à quelque chose, quoi. complètement. Je pense qu'il faut convaincre aussi en interne que c'est pas du temps c'est pas du temps perdu, en fait. Ouais, ouais. Puis donc, pour revenir sur quelques exemples est-ce que où est le vrai plus pédagogique, moi, je peux simplement parler de ce qu'on fait à la direction de l'innovation pédagogique à Builders, donc une école d'ingénieurs. Nous, l'idée, c'était de constituer un game lab, en fait. Game lab, c'est un anglicisme de plus pour dire ludothèque, au final. Mais nous, on voit ça comme un véritable centre de ressources pédagogiques centré sur le jeu. Donc, à terme, la vocation, c'est beaucoup plus large que simplement avoir cet espace-là qui est dédié au jeu. C'est vraiment d'avoir peut-être aussi un learning lab, c'est-à-dire un endroit qui est dédié à l'accompagnement des formateurs, des équipes, la montée en compétences en didactique, au sens beaucoup plus large que simplement la ludopédagogie. Alors nous, on n'y va pas seul, on se fait accompagner par le CEMU de l'Université de Caen. Donc eux, ils ont déjà leur Game Lab, ils ont une petite équipe qui est dédiée, ils ont des projets qui tournent déjà. Puis surtout, ils ont Jérôme Le Gripagès, qui est quand même reconnu à l'international pour son expertise dans le domaine. Donc ça, c'est une véritable aubaine pour nous, et je pense pour tous les Canets et tous les Normands. Et outre Mmh. le Gaming Lab, nous, ils nous accompagnent sur la création de 3 jeux sérieux. Donc on a un jeu en VR, un jeu en plutôt AR, donc VR, réalité virtuelle avec des casques Oculus Quest, AR, réalité augmentée, donc plutôt une application qu'on a sur une tablette ou un smartphone, et puis un dernier jeu qui sera probablement un jeu de plateau, donc un jeu de cartes ou 2D, ou les trois d'ailleurs, on ne sait pas encore trop, ça va venir plus tard. Et tout ça, c'est sur le thème de la construction durable parce que c'est un gros enjeu pour le secteur de la construction. Donc, ce qui est D'accord. intéressant là-dedans, c'est qu'il y a un mix entre techno et no-tech. Mmh. Donc c'est important de souligner qu'on n'a pas besoin d'acheter non plus des casques de réalité virtuelle. Moi, j'en ai déjà là. Oui, Oculus qui sont Quest qui ouais. sont bien rangés dans leur boîte. On n'a pas non plus besoin d'acheter des casques à 400 euros, le casque pour faire de la ludopédagogie. Nous, dans le cadre de nos semaines d'acculturation en début d'année à l'école, on organise des activités pour les nouveaux entrants. Donc, c'est tout un tas d'activités plus ou moins ludiques avec 3 objectifs.
permettre aux élèves de découvrir l'école, le monde du BTP, nos valeurs. Le deuxième qui serait leur permettre de se rencontrer entre eux, en fait, d'apprendre à se connaître, de former un groupe soudé, et puis de comprendre l'intérêt que ça a pour leur réussite académique et professionnelle. Et le troisième, ce serait de sortir de leur posture lycéen petit à petit et de commencer à adopter une posture un petit peu plus pro, en tout cas plus responsable. Voilà, donc nous, on a appelé ça, ces 2 semaines-là, on les a appelées CAP, cohésion, Ouais. acculturation, professionnalisation. Et dans le cadre de CAP, il y a vraiment de tout. Il y a des visites de chantier, il y a des olympiades de maths, il y a des parodies de jeux télévisés pour apprendre le vocabulaire du BTP, il y a des Ouais. chasses au trésor, il y a des séries d'épreuves, genre les 12 travaux de numéro bis, Mhm. où ils doivent s'acquitter de 12 épreuves, où là, ça va de construire la tour la plus haute en Lego à faire une chorégraphie pour trouver une identité à son groupe, du dessin, des jeux de vocabulaire. Donc là, on n'est pas sur des objectifs qui sont directement pédagogiques, au sens où il n'y a pas l'intérêt de mémoriser vraiment un cours. L'enjeu, il est plutôt sur les soft skills. Hein, Oui. trouver sa place dans le groupe, écouter les autres, faire confiance, se dépasser, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, l'intelligence collective, la négociation, la gestion du temps. Je ne sais pas si c'est la peine de préciser vraiment, mais quand on regarde les études prospectives sur le monde du travail, ce sont ces compétences-là que demandent les Oui. employeurs en priorité. Hein, une tête Mm. bien faite, on peut toujours apprendre de nouvelles procédures, un nouveau logiciel. Donc ce genre d'activité-là, bah, c'est très dynamique, c'est même un peu de la folie, pour tout vous dire, mais c'est des bons moments, c'est des bons souvenirs pour eux. Et puis pour nos étudiants de troisième et cinquième année, on a des jeux plus sérieux, plus business game, qui sont Mm. vraiment des simulations, des jeux de plateau, où là, en fait, c'est des études de cas. C'est des études de cas qui sont un peu gamifiées. Donc, on a des parties qui durent sur plusieurs jours avec des plateaux, des cartes, des choix à faire, des aléas qui arrivent. C'est plus calme, c'est plus sérieux, mais c'est aussi beaucoup plus proche des hard skills, donc les compétences, vraiment les compétences métiers, la gestion d'un chantier, le management, la négociation. Donc, au final, la pédagogie, bah, ça peut recouvrir plein de formes, plein de pratiques. Et en tant qu'ingénieur pédagogique, pour moi, bah, c'est un outil de plus. Ouais, ouais, c'est un outil de plus, mais il y a un enjeu, on le voit à travers vos exemples, qui est celui du mixte et d'intégration entre la ludopédagogie et le digital learning. On est vraiment Oui, dans ces articulations permanentes. C'est difficile, c'est naturel. Comment ça se passe à ce niveau-là? ben, oui, oui alors ça va peut-être dépendre de ce qu'on entend par digital learning aussi. Est-ce qu'il faut vraiment mixer les deux? C'est-à-dire que ensemble, c'est un mot qui va très bien avec jouer. Et si on Mm. entend digital learning au sens formation en distanciel ou formation en autonomie par son poste, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Hein. Cela dit, on voit bien que la visio aujourd'hui, ça permet plein de choses. Pendant le confinement, les aficionados, les gamers, ils ont trouvé plein de solutions pour continuer à jouer ensemble, chacun chez soi. Oui, Mais à choisir, je préfère réunir tout le monde dans un même lieu, un même oui, temps. Je trouve que ça a plus de poids pour les échanges qui peuvent se faire un peu en off quand on parle de jeu. Voilà. d'accord. Une fois qu'on a dit ça, on voit qu'il y a aussi plein d'expériences de jeux qui sont faits en solo. Moi, j'ai appris à jouer aux échecs sur chess.com en jouant contre des robots et en regardant des tutos ou des vidéos sur le net. Donc après, si la question, c'est comment est-ce qu'on intègre le jeu dans un parcours d'apprentissage, je Oui. pense que là, le point de départ, c'est l'alignement pédagogique. C'est-à-dire, Mm. est-ce que le jeu est une bonne modalité pour atteindre les objectifs pédagogiques que j'ai identifiés? Parfois oui, parfois non. Et quand c'est oui, eh ben, ce serait dommage de s'en priver. Oui, et donc c'est la question, ce sera ma dernière question, sauf si vous avez des points à rajouter, mais c'est la question de l'efficience qu'on voit aussi à travers Oui. vos exemples. C'est-à-dire qu'il y a toujours le jeu, on parlait tout à l'heure des représentations et du fait que parfois des équipes de direction ne vont pas avoir l'intérêt du jeu, Mm, alors que derrière, il y a une question d'efficience. Est-ce que vous pouvez nous parler de mm. ça? Oui, ben, c'est-à-dire il faut bien identifier ce qui est intéressant dans le jeu. Et pour moi, ce qui est vraiment intéressant dans le jeu, ce que le jeu fait très bien, ce que la machine fait très bien aujourd'hui, c'est une espèce de boucle qui fait objectif, action, récompense. D'accord? La machine a fait ça très bien et sans se fatiguer. Euh, les jeux qui fournissent des micro-objectifs explicites liés à des récompenses, par exemple, moi je suis un fan de Diablo, c'est un jeu qui existe depuis plus de 10 ans, c'est incroyable. Mais l'éditeur continue à alimenter avec des nouveaux contenus, des nouveaux objectifs, en fait, des tout petits objectifs. Et du coup, il y a une communauté d'utilisateurs qui est vraiment très vivante. Du coup, c'est la même chose en pédagogie. La qualité d'un cours, pour moi, elle se mesure en la capacité d'amener les élèves à atteindre les objectifs qu'on a définis. Ce qui fait la différence, outre la clarté des objectifs, c'est la qualité du feedback. Une fois qu'on a défini précisément l'objectif à atteindre, ce qui fait la différence, c'est la capacité à dire à l'étudiant, là, tu as atteint l'objectif, ou là, il te manque ça pour atteindre l'objectif. Et les jeux vidéo, ils font ça très bien. Tu as appuyé sur la touche A, donc Mario a réussi à sauter l'obstacle, ou
ou alors tu as appuyé sur la touche A trop fort et tu es tombé dans le trou et du coup, tu dois recommencer. Et ce qui est très puissant là-dedans, c'est qu'une fois que la machine est bien paramétrée, bah, cette boucle, elle s'auto-alimente en fait. Ce qui est Ouais, difficile, c'est plutôt le storytelling, trouver la bonne métaphore, trouver le bon dosage de niveau de difficulté, parce que c'est ça qui fait la rejouabilité, hein. ok. Encore une fois, faire un Super Mario, ce n'est pas donné à tout le monde, hein, surtout pour un formateur isolé. Euh, Nous, c'est pour ça qu'on a créé le projet Galahad, le projet qui nous permet de la création de notre Game Lab. Parce que au-delà des jeux, on veut qu'il y ait un espace physique et une équipe qui puisse répondre aux questions et aux besoins des formateurs et des étudiants. Moi, dans mes cours, j'utilise beaucoup Quizlet, qui est une application qui est assez simple. Et je pense que c'est vraiment du coup, quelque chose qui est à la portée de tout le monde là. On identifie des concepts ou des mots clés associés à son cours et on fait des flashcards. Vous voyez, des cartes de mémo avec la définition d'un côté et le mot d'un côté et la définition de l'autre. Oui, Et une fois qu'on a fait ça, eh ben, le site est en capacité de proposer une multitude de modes d'apprentissage. Donc, le ratio investissement qui est créer un fichier Excel avec 2 colonnes, un mot et sa définition, et le retour sur investissement des étudiants qui peuvent jouer, apprendre en autonomie, des jeux en groupe, en classe, bah, pour moi, c'est imbattable. Le ratio, il est imbattable. Parce que ça, moi, je le fais avec les tables de multiplication pour mon enfant de CE2, avec les verbes irréguliers en anglais, avec le vocabulaire de la couverture de la charpente, litho, panne fêtière, panne sablière, ferme, poisson, chevron, arbalétrier, fiche, contre-fiche, échantillonnage, jambe de force. Voilà. On peut le faire de plein de façons différentes. Donc, tant qu'on est sur les premiers niveaux de la taxonomie de Bloom, hein, mémoriser, comprendre, appliquer, ça va. Pour les niveaux supérieurs, c'est analyser, évaluer et créer. Là, je pense qu'il faut proposer d'autres modalités. Encore que, quand on demande aux étudiants de créer un jeu pédagogique à partir des contenus de cours, ça peut faire des expériences qui sont assez formidables. Donc, si je peux me résumer, je vais essayer de donner 2 conseils. Un qui serait jouer en fait. ouais, Jouer, mais avec un regard critique, c'est-à-dire demandez-vous comment on fait les jeux, ouais, qu'est-ce qui donne envie de rejouer ou qu'est-ce qui donne pas envie de rejouer, et est-ce que ça marche pour tout le monde pareil? Parce que c'est la typologie des joueurs de Bartol, par exemple, avec différents types de joueurs. Il y a les social, les achievers, les killers. Donc, on ne joue pas tous pour le même bénéfice, en fait. La ouais, récompense ne marche pas toujours de la même façon. Puis après, il y a le côté expérimenté. Donc, le premier conseil, c'est jouer. Et le deuxième, c'est expérimenter. La notion de jeu, ça impose une prise de risque, mais aussi, je pense que la notion de jeu est indissociable de la notion de triche. Et le plaisir de tricher, c'est le hacking, mais avec le sens positif du terme, qui implique un détournement de l'usage. voilà, oui. Alors, pour le meilleur et pour le pire, hein. Mm. Donc, l'idée, c'est d'arriver à détourner des jeux que vous connaissez ou d'adapter des jeux que vous aimez, ou le contraire, ou les deux d'ailleurs. Mais voilà, c'était ma petite contribution sur la question de la ludopédagogie. Mais vraiment, moi, je vous conseille de vous rapprocher, si vous voulez en faire une série, de Jérôme Legris-Pagès, tout c'est mu, qui est vraiment incontournable sur la question. Et puis, si vous êtes déjà sur un niveau de développement avancé, il y a un collectif qui s'appelle le Clacos, qui est un collectif de créateurs de jeux qui se réunissent une fois par mois, en début de mois, à la case départ, c'est un bar à Caen. Et là, l'idée, c'est vraiment de tester des jeux qui sont un peu en développement. Donc, c'est des moments très conviviaux avec des passionnés qui ont vraiment une belle expertise. Je pense qu'il y a aussi François du Dôme qui peut avoir une vision intéressante sur la question parce que Gaming Lab, Learning Lab, Fab Lab, tout ça, ça procède un peu de la même démarche aussi avec le hacking, l'expérimentation. Puis c'est surtout un monde où il y a plein de gens qui sont très progressistes, très chaleureux. Puis c'est ça aussi le but du jeu, c'est le plaisir, le fun, le détournement, et puis c'est surtout être ensemble. Bah, merci Fabrice, je pense qu'on a bien compris et puis vous nous avez bien communiqué ce plaisir d'être ensemble. On a perdu Samuel, je pense que tout le monde l'aura vu parce qu'elle a eu des petits soucis de connexion, on l'excuse. On vous remercie une nouvelle fois et puis on vous dit sans doute à très bientôt. Et ben, c'était un plaisir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà. Bon bah c'est bon, je pense que c'est